Rassurez-vous, les discussions continuent en off, mais on revient pour la Libye. Le Haut Conseil d'État libyen, instance faisant office de Sénat, a accusé lundi le Premier ministre Abdelhamid Debab de l'empêcher de se réunir, suscitant des tensions entre les dirigeants du camp de l'Ouest dans ce pays en proie au chaos et aux divisions. Des véhicules blindés d'une force armée sous l'autorisation du gouvernement dirigé par le Premier ministre ont bloqué lundi l'entrée d'une salle de conférence près d'un grand hôtel de la capitale, interdisant donc l'accès au Haut Conseil d'État libyen. On retrouve Ibrahim Acha pour la première analyse de ce sujet portant sur la Libye. Alors, on est où avec cette division sans cesse entre les frères libyens? Non, c'est le chaos. Après la mort ou bien l'assassinat de Kadhafi, puisqu'on c'est reconnu maintenant que Kadhafi a été assassiné. Donc après l'assassinat de Kadhafi, c'est le chaos qui s'est instauré en Libye. Et tout ce qui se disait qu'après Kadhafi, la Libye allait retrouver un air de solidarité, de la démocratie, en tout cas, comme eux-mêmes le disent, la prospérité, tout ça, là, ils sont déchantés. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire qu'on remarque sur le terrain. Et les deux gouvernements, ceux qui sont installés à Sirte et ceux qui sont à Tripoli, et vous voyez comment ces deux gouvernements n'arrivent pas à s'entendre. Et quand vous prenez un peu l'autre général aussi qui est entré à Haftar, bon, vous comprenez aisément que la Libye se cherche et il va de soi que les deux gouvernements là qui sont antagonistes et cherchent par tous les moyens pour que tout ce qu'il y a comme déploiement, tout ce qu'il y a comme normalisation ne soit que sous sa coupole. Voilà la guerre de positionnement qui se passe aujourd'hui et chacun de son côté tire le drap vers lui et fait en sorte que quand il y aura des initiatives qui soient prises au niveau de la Libye, quand il y aura des initiatives qui seront prises pour la normalisation de la situation, ça ne peut que être sous leur houlette et voilà qui amène ces genres de positionnement auxquels nous assistons et le Premier ministre qui empêche que les représentants, les hauts représentants puissent se réunir et discuter de quoi que ce soit qui impacte la vie au niveau de la Libye. Voilà ce qui se passe, les deux forces en présence. Il faut rappeler aussi que quoi qu'on dise aujourd'hui, la Libye constitue, quoi qu'on dise, une attraction pour certains cartels. Quand je dis cartel, c'était ça ma question à venir. Voilà. Donc, Adam, la question elle est là. Ce n'est que la confirmation de ce qu'on vient de dire sur le Mali. On voit la présence des puissances en Libye. Ces puissances, ce sont elles qui aiguillonnent ces différents gouvernements situés à l'ouest et partout dans le pays. Et c'est ce qui est dommage pour ce pays. Oui, vous avez pratiquement tout dit. Vous savez, lorsque nous prenons la Libye, il est le référent identitaire même de cette ingérence viscérale des puissances occidentales dans les questions intérieures de nos pays. Et je pense que lorsque vous prenez aujourd'hui ces voix dissonantes, en tout cas qui s'entremêlent entre elles, cela convoque naturellement des puissances étrangères également qui s'expriment par personne interposée. Puisque lorsque vous prenez que ce soit le dirigeant du Congo-Brazzaville qui est aujourd'hui le référentiel direct sur cette question-là, c'est pratiquement, sa voix passe mal, elle est pratiquement inaudible. Et vous allez voir les grandes résolutions qui se prennent sur la Libye, se prennent où? Pour la plupart du temps, c'est en Allemagne, bref, dans les pays occidentaux, etc. Donc, je pense que jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand nous parlons réellement donc de cette solidarité. Également, elle ne s'exprime pas depuis la mort de Kadhafi, d'un point de vue africain, elle ne s'exprime pas. Et là, je pense qu'à un moment donné, la Libye, c'est déjà de la pourriture, il est très difficile à partir du moment où nous avons des problèmes que nous peinons à résoudre et également ces problèmes s'entassent et on essaie véritablement donc de les déplacer. Et lorsqu'on déplace les problèmes, je pense que du jour au lendemain, lorsque ces problèmes-là s'explosent, c'est la catastrophe. Et surtout, au niveau de la Libye, il est très difficile aujourd'hui qu'on puisse avoir, au niveau du continent africain, une voix
qui puisse, vu l'ampleur et l'envergure véritablement de la crise libyenne, qui en un moment donné, on tend à comprendre que voilà, elle s'est rabaissée, mais tout le monde est conscient qu'elle n'est pas du tout résolue. Elle n'est pas du tout résolue. Et demain, vous verrez quand même que, étant donné que nous avons des groupes liés aux politiques qui ont toujours des armes, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a jamais eu, disons, un désarmement digne de ce nom. C'est d'ailleurs même, disons, le bras armé de tout ce que nous avons comme armement qui continue donc par sillonner nos pays. Et donc je pense que quelque part, l'Afrique ou l'Union africaine est également attendue sur ce point-là, pratiquement. Il ne s'exprime pas, c'est seulement des visites de facettes, des communiqués classiques qu'on essaie donc d'exposer, mais lorsque nous prenons des vraies solutions tangibles sur le terrain, il y en a pas. Et donc, étant donné, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, parce qu'il y a une puissance qui estime que voilà, lorsqu'on on permettra donc à l'autre camp de pouvoir se réunir, c'est se réunir pour peut-être avoir des décisions. Voilà, des décisions qui puissent nuire à ce que lui voulait donc imposer au Sénat. C'est ce qui s'exprime. Donc moi je pense que il faudrait, est-ce qu'aujourd'hui nous avons disons la plénitude de la voix qu'il faut pour s'exprimer sur le Mali? De mon point de vue, non. Compte tenu du fait que les puissances aujourd'hui, c'est pratiquement un pays également très embouteillé, parce que tout le monde veut tirer son compte. Les gens ont laissé leurs ressources, Akhlesson le disait tantôt, et veulent s'accaparer de ces ressources-là à vil prix. D'ailleurs, même c'est ce qui fait que toutes ces puissances-là se retrouvent. On voit la France, on voit les États-Unis, on voit la Russie. Ils sont tous là. On comprend peut-être le coach, la Russie, la Turquie est là. Voilà, la Turquie, d'autres puissances également qui s'activent autour de la Libye. Donc c'est une sorte de salade russe qui est en train de s'exprimer, où le bout du tunnel n'est pas pour demain. Alors, on va exploiter une partie de votre développement. La réunion devrait également évoquer l'unification du pouvoir exécutif, donc le sort du gouvernement de Djebab, dont la légitimité est contestée, notamment dans le cas de l'Est de l'homme fort Khalifa Haftar, soutenu par le Parlement. Donc, aucun hôtel n'a accepté de nous louer une salle de conférence, a dit El Mechiri, accusant le Premier ministre et son entourage d'être derrière ce refus. C'est finalement la division totale entre les frères libyens. Coach. D'abord, le Sénat ne se réunit pas à l'hôtel. Ça, c'est la première des choses. On comprend. Oui, là, ça montre à suffisance combien il y a un désordre dans l'organisation. Parce que, vous voyez, l'ONU soutient le Premier ministre. Maintenant, le Sénat ou le Parlement entier soutient l'Est. Donc, quand vous voulez organiser des réunions, c'est normal que celui-là dise que vous allez le vincer. Ouais, c'est pour dire qu'il y a un problème chez nous en Afrique, quoi. Soit on fait un gouvernement d'union et les choses marchent bien. Parce que, ouais, les Russes exploitent le pétrole libyen. C'est que les gens ne savent pas. Et même quand les gens nous brandissent Gaddafi fait quoi? Gaddafi a renversé quelqu'un avant de venir aussi, par l'appui de la France. Ouais, je dis, les âmes là, elle peut te donner ce que tu veux, mais elle peut quand même te le retirer. Donc, quand vous êtes dans ce schéma, tôt ou tard, vous allez partir aussi. Donc, moi, je pense que, au lieu que les leaders des entités ou bien des organisations sous-régionales africaines aillent voir la Russie et l'Ukraine pour les problèmes qui ne les concernent pas. Et ils n'ont qu'à s'intéresser plutôt au cas libyen. C'est sur notre territoire. On peut quand même s'imposer là-dessus. Je pense que là, il faut aller. Parce que une légitimité d'expression. Oui, là-bas, on peut même dire, vous restez de votre côté malgré ça. Et ils ne le font pas. Et pire encore, c'est la même Libye. C'est pourquoi j'aime trop l'expression de la solidarité manquante d'Adam. Et c'est la même Libye qui a vendu nos frères noirs entre-temps où ça a bruité beaucoup. C'est dans cette... C'est du commerce... C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas qu'on essaie de penser qu'on ne veut pas nous dire quelle solidarité. Ça n'existe pas. Et je dis, j'ai un ami au Maroc et des étudiants en Algérie, quand les blancs là, les pseudo-blancs là, rentrent en mosquée, nos frères viennent, ils ne prient plus, ils sortent. Ils sortent, ils laissent, parce qu'ils ne peuvent pas... C'est comme si Satan est arrivé. Oui, on est sur le même continent. Mais les gens là se prennent comme ils sont étrangers de nous, c'est sauf qu'au moment où la France, l'Occident, les fustres, qui se retrouvent africains. Donc, ouais, c'est ça, je dis. Il n'y en a pas du tout. Donc, le fourre-tout ou bien la salade libyenne là, moi je pense que c'est quelque chose qui
que la Libye m'a organisé. Parce que même s'il faut démocratie, c'est pas maintenant. La Libye l'a organisé. Kadhafi a dirigé, non, Kadhafi a dirigé avec terreur, en complicité avec ces Occidentaux. Donc c'est au moment où il ne sait plus la cause des choses qu'ils ont lâché. Les gens doivent comprendre cela. C'est pourquoi ils financent la campagne de Sarkozy. Quel lien? C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas que Kadhafi était français ou... Sarkozy plutôt, je parle plutôt. Oui. Sarkozy était français. Il finançait en attendant quoi? C'est pour essayer encore d'avoir plus de pouvoir museler les Libyens. Ouais, c'est quoi? C'est l'arme qu'il a forgée, qui s'est retirée contre lui, qu'on le comprenne. Donc, c'est lui-même qui a tissé les rapports noirs avec ces gens-là et on l'a évincé. Donc, moi, je ne veux pas dire ou accuser la France, c'est quoi? C'est les relations que lui-même a tissées. Il a empathie par rapport à cela. Donc, il faudrait que nos dirigeants mettent la population au cœur de nos préoccupations. Sinon, quand vous lisez, Kadhafi avait construit des souterrains où il violait les étudiantes de l'université de Tripoli. Il faut que les gens ne savent pas de nous bleuir pour penser qu'il est tout net. Non. Ce que nous refusons, c'est l'ingérence des Occidentaux qu'on ne veut pas. Mais il faudrait que ça, nous le prouvons à suffisance pour dire que nous sommes capables. Mais si ces exactions, ces petits problèmes où on enferme les opposants, on muselle quelqu'un qui peut parler, quand tu crées une entreprise, que tu n'es pas affilié au pouvoir, on va fermer tout ça là, c'est normal que les gens nous prennent comme si on est des idiots. Il faudrait qu'on montre à suffisance qu'on est bien. Parce que la politique, peu importe ton bord, c'est la construction de ton pays. On construit et peu importe ce côté, tu mets dedans. Et on le voulait ainsi. Il y a même, je ne veux pas aller très loin, il y a même des fois tu demandes autorisation dans certains mariés au Togo ici, on va te fatiguer sous prétexte que on ne sait pas, tu insultes à la télé, tu dis quoi à la télé, c'est pas ça. Il faudrait que tout ce que nous faisons, les journalistes sont là pour le Togo, les communications sont là pour le Togo, tout ce qu'on fait c'est pour nos pays, et parce que moi je me suis dit que le Togo est la patrie à nous tous. On l'a vu par rapport à l'attaque des terroristes la dernière fois, aucun Togolais n'a dit le contraire sur ça, tout le monde s'est levé d'une seule voix, ce n'est pas bien, et c'est comme ça. Donc quand il y a d'autres choses aussi, on doit savoir qu'on est Togolais après tout et non devenu du pays. Et les Africains doivent revenir pour l'Afrique et non. Quand on prend chaque fois le blanc comme c'est lui qui est la cause de nos problèmes, c'est que ça ne peut jamais se résoudre. Vous avez bien planté la transition. On va parler du Togo, les travaux du Forum national du dialogue social tenus les 10 et 11 novembre à Kara, au nord du Togo, ont été sanctionnés par l'adoption et la signature d'une feuille de route pour la refondation du dialogue au Togo, organisé par le gouvernement à travers le ministère en charge de la fonction publique, du travail et du dialogue social. Ce forum a eu l'appui financier du Bureau international du travail et du programme des Nations Unies pour le développement. Le thème nous intéresse, placé sous le thème « Construire et consolider une culture du dialogue social ». Adam Adjaranou. Vous savez, le Togo a mis la barre haute en ce qui concerne les prévisions et les choix politiques du pays. Et je pense que lorsque vous prenez le success story du pays en dit long, même si je suis conscient qu'un bon nombre de l'opinion togolaise n'y adhère pas à ces success stories, il faut faire remarquer qu'on a besoin, lorsque vous vous êtes engagé et en mettant véritablement la bouchée double à un tel niveau, il faudrait quand même avoir un environnement assez serein. Et on a eu à le constater depuis près de 2 ans, surtout avec le gouvernement d'Ogbe, où les secteurs qui étaient considérés comme des secteurs à forte potentialité de remous ont eu quand même un frein dans leur élan. Ceci est mettre également à l'actif de la Covid qui est passée par là, où le gouvernement a eu donc du répit en interdisant un certain nombre de choses. Mais au même moment, même si il y a eu ouverture, il y a eu des décisions courageuses qui ont permis à pouvoir donc retrouver un tant soit peu la sérénité dans certains secteurs et qui a permis au pays de pouvoir donc franchir un certain nombre de paliers. Donc pour renforcer cet environnement-là, et ils l'ont dit, le thème en dit long, sur cet engagement-là, il faudrait construire et consolider une culture du dialogue social. Et tout à fait. Donc, et lorsque on s'y engage, il faudrait véritablement, c'est pas parce que nous avons un environnement lié au fait qu'on a pris un certain nombre de décisions qui ont permis à ce que nous n'ayons pas dans des remous, il faudrait quand même renforcer. Il ne faudrait pas fondamentalement qu'on attende qu'on ait des problèmes avant de les résoudre. Je parlais tantôt de pouvoir donc déplacer les problèmes. Il faudrait quand même qu'avec les acteurs, puisque les solutions, lorsque vous les créez avec les acteurs, je pense qu'ils sont donc pour la plupart du temps des solutions durables.
qui durent dans le temps que de pouvoir les prendre sans les acteurs. Et donc, c'est une bonne chose que le ministre Bawara, et si nous le citons également sur d'autres fonds, vous avez vu, en fin d'année, il y a eu quand même des pourparlers qui ont décidé de pouvoir donc élargir ce dispositif-là. Malheureusement, vous savez, pour des questions liées à notre propre dialogue qui concerne pratiquement une petite portion de la population, il faudrait quand même qu'on ait l'appui extérieur, ce qui ne donne pas véritablement des dégâts. Donc je pense que sur cette question-là, il faudrait quand même qu'on puisse faire exprimer notre souveraineté. Il faudrait quand même qu'on puisse donc faire exprimer notre souveraineté. Et si demain, il advenait quand même que, au regard d'un certain prix de décision, qu'on estime que voilà, des gens sont appuyés pour telle ou telle, pour prendre telle décision, on dirait quoi? Donc je pense qu'il faudrait quand même qu'on ait des ressources endogènes qui nous permettent de pouvoir organiser de telles rencontres qui sont donc des solutions viables et des solutions que nous voudrions quand même pour le pays. Donc moi je pense que c'est une bonne chose, les décisions qui sont donc sorties avec beaucoup d'espoir exprimé par les acteurs porteront leurs fruits pour que demain nous continuons toujours par vivre cet environnement assez serein qui est très envié si nous jette un peu le regard à côté de nous. Beaucoup d'espoir normal puisque l'objectif est clair. Il est d'amener les parties prenantes à définir les approches de solutions idoines pour redynamiser le dialogue et le rendre plus productif avec la participation des partenaires. On parle du dialogue social, Ibrahim Acha. Alors pour le Togolais, ce qui est important aujourd'hui, c'est que cela soit, si on peut le dire, concret. Oui, ça doit être concret puisque les acteurs ont été conviés à ce dialogue et ils ont discuté. Il n'y avait pas eu, selon les informations qui nous sont rapportées, il n'y avait pas eu de sujet tabou. Donc chacun a pu s'exprimer, chacun a pu donner a pu faire son narratif par rapport à la situation sur le plan dialogue social. Et surtout, vous savez qu'il y a des remous au niveau des secteurs socio-professionnels. Quand vous prenez un peu Togo Télécom, il y a aussi un problème qui se pose là-bas. Quand vous prenez le secteur de la zone franche, il y a toujours des problèmes. Même l'administration publique, au niveau de l'enseignement, au niveau de la santé, il y a toujours des remous parce qu'il y a des revendications qui sont exprimées là-bas et parfois ces revendications ne sont pas bien comprises par l'employeur et ça crée souvent des tensions et ça débouche souvent sur des grèves intempestives. Et tout ça là, il faudrait que les autorités togolaises s'y penchent sérieusement et tracent les voies pour aller vers un dialogue social beaucoup plus, disons, promoteur et amener aussi à créer une atmosphère assez viable pour que lorsque des groupes socio-professionnels viendraient à exprimer un certain nombre de ressentis, que cela se passe aussi dans un cadre beaucoup plus convivial et qu'on n'aille pas à des situations conflictuelles qui seront préjudiciables à la paix sociale, qui seront préjudiciables vraiment au bien-être de la population. Parce que vous n'êtes sans savoir que quand il y a des remous au niveau du secteur de la santé et que les médecins, les praticiens, tout ça là, de la santé refusaient de travailler, vous voyez ce qu'il y a comme conséquence dans l'immédiat, que ce soit au niveau des télécoms aussi, c'est la même chose. Dans tous les secteurs, au niveau de l'éducation, c'est l'éducation de nos enfants qui sont au rabais. Donc il va falloir qu'on crée vraiment une atmosphère sereine pour que lorsqu'il y aura de ces revendications, que cela s'exprime dans un cadre beaucoup plus cohérent et normatif, de manière à ce qu'on n'assiste pas à des situations vraiment conflictuelles qui puissent nous créer des ennuis. Et je rappelle que le dialogue social qui a été instauré depuis 2006 n'a pas permis d'éviter des crises. Oui. Il y a eu assez de crises. Ça voudrait dire qu'au fil du temps, il va falloir qu'on cherche à réadapter peut-être les codes qu'on a mis en place de par le passé et que ces codes se sont révélés pas très efficaces. Donc il faut réadapter les choses et voir éventuellement comment faire pour que tout ce qu'il y a comme remous au sein de la société, les remous sociaux bien évidemment, s'exprime dans un cadre beaucoup plus coordonné et qu'il n'y ait pas de dérapage. Et pour chuter, il faut que je le rappelle, on ne dirige pas par la peur. Quand vous décidez de faire la peur, de créer la peur, de
paniquer les gens, d'intimider les gens, de réprimer les gens. Vous pensez que vous pouvez vous assurer un boulevard jusqu'à long terme, vous vous trompez parce que l'homme est changeant, les contextes aussi changent et il peut arriver un moment où tout vous échappe. Donc un gouvernement intelligent doit aller vers la prospective, vers la prévention. Je pense que c'est dans cette démarche que le gouvernement s'est placé en invitant les acteurs sociaux à cette table ronde. Ils ont discuté, ils se sont entendus et ils ont fait sortir une feuille de route qui les engage bien évidemment et chacun saura comment se comporter lorsqu'il y aura des problèmes dans chaque secteur. Alors, est-ce que ce dialogue social, c'est ce qui est important, va permettre aux Togolais d'éviter certaines crises? Si je fais la conclusion de Adam et de Ibrahim vient de le dire déjà, que si le dialogue là existe depuis 2006, ce qu'il y a des crises, c'est que il n'était pas aussi efficace qu'il faut le dire. Ici, des touches ont été apportées. Non, vous voyez, justement, quand vous lisez dans les missions de dialogue, il y a prévenu les conflits de travail liés au travail. Ça voudrait dire que ça ne devait même pas avoir lieu, les problèmes liés au travail. Ça devait même pas, parce que c'est l'une des missions. Et il dit, la deuxième mission, c'est résoudre même les conflits, le cas où on trouve, donc on n'arrive même pas à les résoudre. Moi, je pense que d'abord, le cadre, les membres de ce cadre ne devaient pas être inamovibles. Parce que si depuis 2006, les gens n'arrivent pas à résoudre les problèmes, vous changez, voici, ça peut. Il y a des jeunes entrepreneurs, des jeunes directeurs d'entreprise qui sont là. Au lieu de prendre ceux qui sont dans leur zone de confort depuis des années, ou qu'on appelle entre guillemets les groupes, il faut qu'on essaie de mettre au vie les jeunes un peu. Parce que plus vous avez des problèmes, vous arrivez là-bas, vous pouvez proposer des solutions. Mais on n'a pas fait ça quand vous voyez, c'est toujours le gouvernement. Puisque j'essaie de lire, c'est composé des membres du gouvernement, et comment dire, les acteurs du gouvernement, et de patronat et aussi des syndicats. Ça voudrait dire que normalement, ces trois entités doivent arriver à retrouver des solutions. Sauf que peut-être qu'il y a des patrons et des acteurs qui sont confondus, ils ne sont pas titillés dans leurs problèmes. Mais si un jeune entrepreneur qui a des difficultés pour payer, il peut venir dire des problèmes tels qu'ils sont. Donc c'est cela. Maintenant, le côté sidérant de la chose, c'est que j'ai ri, et je pense que Adam l'a dit, pour organiser le dialogue social du Togo, il faudrait, on n'a pas dit que la BAD, Banque africaine de développement, ou BOAD. Je les ai vu sourire lorsque je faisais l'introduction. Les partenaires. Les partenaires, vous voyez, c'est ça le problème. C'est BIT et PNUD qui finance quand nous voulons discuter pour résoudre. Maintenant, si les gens là donnent des conditions d'aller résoudre, est-ce qu'on peut rencontrer? Oui, c'est ça même le mal. Pourquoi on a les banques ici? Pourquoi nos banques ne peuvent pas faire ce genre de choses? Pourquoi, par exemple, vous voyez, la dernière fois, ou bien la dernière cas, c'était Can Total Énergie. Il y a Dangote là-bas, on peut appeler Can Dangote aussi, et quand lui aussi finance. Mais vous voyez que, j'ai l'impression qu'on est en train de s'embrouiller. On crie que les gens ne sont pas bien, et au même moment, on leur tend la main pour qu'ils fassent. Donc, c'est ce genre de choses. De grâce, il faudrait qu'il y ait le sursaut patriotique. Ce que nous-mêmes, nous financions, c'est pour trouver les solutions idéales. Parce que nous le savons déjà. Il y a les institutions de Bretton Woods qui proposent, eux, les conditions qu'ils veulent. Mais quand on prend leur argent, quand tu es lié par une relation monétaire, c'est que tu es lié aussi par une relation politique. Il faudrait que nos dirigeants, au moins ça là, parler de congrès déjà à Cara là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a donné financièrement pour qu'on ne crie pas nos institutions. Il y a Invest Togo qui est là. Il y a des trucs. Pierre qui est là. Donc, moi je suis toujours cité, comme je le dis, si nous-mêmes, nous ne mettons pas la main dans la pâte, quoi que nous fassions, on va toujours créer que c'est l'autre, alors que c'est nous-mêmes qui le créons. Alors, Adam, les travaux de ce forum ont été consacrés essentiellement à l'état des lieux, au bilan et aux perspectives de ce dialogue social de 2006 à ce jour. Les participants ont également partagé leur expérience sur les bonnes pratiques en la matière, puis aborder les notions de la liberté syndicale. Ça m'intéresse, et du droit de grève. Qu'est-ce qu'on a dit à propos? Non, vous savez, les libertés, d'abord même avant de répondre à cette question. La liberté syndicale. Oui, avant de répondre à cette question, malheureusement, je pense que ce dialogue n'a pas eu l'écho escompté comme cela devait être le cas. Vous savez, lorsque nous faisons un comparatif, avantage comparatif avec ce que Patrice Talon a fait, qu'il est allé même vanter les mérites au niveau donc, du patronat de la France, ça a été donc largement acclamé. Or, ici, je pense que, comme le disons, nous avons nos propres solutions par rapport
au Conseil de développement que nous-mêmes nous sommes donnés. Et c'est en ce sens que je pense que ce que le Togo a fait, d'abord rime avec les étapes franchies en ce qui concerne dans les planifications de développement. Le Togo est parti, si nous prenons les plans de développement, nous sommes partis du PND aujourd'hui, nous sommes dans le plan du gouvernement 2020-2025. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pas qui sont franchis. On ne va pas rester dans le même concept depuis 2006. Ça veut dire quelque part que ça n'a pas connu, ce dialogue-là n'a pas connu de rénovation jusqu'alors. Donc il faut... Or, le pays avance et au regard des budgets alloués par rapport à nos aides de développement, ce sont les hommes qui font les actions et qui animent ces plans de développement. Et naturellement, il faudrait quand même que lorsque vous avez un cadre qui les définisse en termes de manifestants, en termes d'expression de liberté, il faudrait quand même que ces expressions-là puissent quand même évoluer. C'est en ce sens que ce dialogue-là va redéfinir. Et cela n'est pas trop différent. Par exemple, lorsque nous prenons le secteur de l'enseignement qui a un cadre permanent de discussion où sont les acteurs mais qui les définissent, mais en lien avec les desiderata ou le vœu partagé entre les acteurs et le gouvernement qui les définissent. C'est vrai qu'il y a des points qui sont évoqués aujourd'hui liés au fait que l'environnement aujourd'hui a évolué. Si nous prenons pas dans la crise qui était donc un baromètre qui empêchait naturellement certains acteurs de pouvoir donc rentrer, c'est déjà élevé parce que de toutes les façons, on ne parle plus en tant que tel, en tout cas d'une manière assez courrière de Covid, comme on a eu à parler du Covid il y a un an. Donc, véritablement, il faudrait relever également les libertés d'expression. Je pense qu'il y a un parti politique qui a annoncé également récemment qu'il y aura donc manifestation dans une autre ville. Je pense que ça également, c'est l'expression démocratique de nos pays. Parce que quelque part, astreindre automatiquement dans cette liberté-là ne nous permet pas de pouvoir exprimer démocratie. Lorsqu'on parle du Togo, c'est tout comme si on astreint donc les gens à ne pas donc manifester cette liberté-là. Et je pense que ces genres de cadres-là permettent de pouvoir définir le cadre et permettre que demain, si les gens veulent s'exprimer, qu'ils s'expriment librement en tenant compte des règles et des engagements pris lors de ce cas-là et partagés naturellement par ces acteurs-là. Ibrahim Bacha, concrètement, la liberté, en tout cas, quand on parle de la liberté de grève et tout ça, là, vous savez que entre-temps, le gouvernement avait revu le code du travail et les droits de grève et tout ça, là, ça ne se fait plus de façon anarchique, ça doit être fait conduit dans un normatif donné, c'est ce que je rappelais entre-temps. Et en même temps aussi rappeler que dans le secteur de l'éducation, par exemple, vous savez, Adam l'évoquait aussi, il y a eu ce qu'ils ont appelé l'entente, un mémorandum d'entente et qui a un temps soit peu évité à ce qu'on aille vers des débordements au niveau du secteur de l'éducation. Donc il y a de ces mécanismes-là qui sont là actuellement. Donc il va falloir que les délégués syndicaux, les délégués des travailleurs, tout ça là, s'approprient ces mécanismes-là, s'approprient les normes-là pour qu'au niveau de la base, lorsqu'il y aura des actions à mener en matière de grève, de revendication, tout ça là, ils puissent s'insérer dans la logique qui s'y est, dans le normatif qui est vraiment adapté et qui est accepté par les lois et la législation en matière de travail au Togo. Oui, coach, en une minute. Je pense que Adam également, j'appelle beaucoup Adam, j'ai constaté, Adam a déjà planté le décor. S'ils disent qu'il y a le bilan qui est fait, c'est qu'ils savent que ça n'a pas marché. Parce que moi, je prends déjà les 3000 licenciés de Meshamina, parce que ce dialogue est censé aussi prendre le cas, ce problème. Je prends également les enseignants, puis on dit résoudre les crises, il y a les enseignants qui ont été renvoyés et qu'on sort là. Donc, l'état des lieux permet quand même que ça ne se reproduit plus le lendemain, c'est ce que je comprends dans les choses, et qu'on aille vivement vers de l'avant sans corrompre les délégués, que les délégués aussi fassent tout pour ne pas être corrompus. Que les délégués aussi font tout pour ne pas être corrompus, parce que le mémorandum dont tu parles, il y a certains qui ont signé, d'autres n'étaient pas là, puis c'est pas comme ça, parce que l'enseignement du Togo, ça concerne tout le monde. Quand on prend un secteur, c'est tous les Togolais qui se retrouvent là-dessus. Tout ou tard, ça va te toucher. Donc il faudrait que les délégués surtout soient honnêtes vis-à-vis de leur engagement, pour que quand ils signent ces gens d'accord, ça peut impacter tout le monde, que tout le monde a envie. Parce que tôt ou tard, le privé joue un rôle prépondérant que l'État même n'arrive pas à estimer, parce que sans le privé, l'État seul ne peut pas faire les choses. Donc il faudrait qu'on arrive à mettre à l'aise tout le monde pour que le pays avance pour nous tous. Merci beaucoup à vous, coach Kwamivi et Soa Klesso.
Vous êtes consultant donc et coach en entrepreneuriat et en politique. Infini merci également au journaliste Ibrahim Acha, directeur de publication de Temps Nouveau, et Adam Adjorno, lui, il est directeur de publication de Vision d'Afrique. On dit merci infini à nos chers amis, toujours scotchés à l'émission Regard Croisé, l'invité décryptage. On se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir. À bientôt.